Bonjour, bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Nous allons parler aujourd'hui de cannabis. En plein débat sur la dépénalisation, pris entre une banalisation ou une diabolisation de la consommation de cannabis, nous allons répondre à une question, ou tenter de répondre à une question qui est de savoir à partir de quand une consommation de cannabis est un problème. Avec moi sur le plateau, le docteur Éric Guillem, qui est médecin psychiatre, addictologue, spécialiste de la prise en charge des patients abuseurs et dépendants de cannabis. Il est d'ailleurs responsable de la consultation cannabis à l'hôpital Lariboisière à Paris. Également avec moi sur le plateau pour discuter de ces questions complexes, Fabienne, qui est mère de 3 adolescents et qui se pose des questions sur la consommation de cannabis chez les jeunes et à partir de quand on doit s'inquiéter, comment aborder ces questions avec les adolescents. Docteur Guillem, d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la consommation de cannabis en France et finalement, quelle est l'importance du problème aujourd'hui ? Alors disons qu'aujourd'hui en 2013, on assiste, après une grande explosion de la diffusion du cannabis et du nombre d'expérimentateurs et d'usagers de cannabis, depuis le début des années 2000, on a assisté à une diminution modérée donc, en termes d'expérimentateurs et d'usagers. Depuis ces 3-4 dernières années, on a une stabilisation en ce qui concerne donc, le nombre. Mais malgré tout, la France reste parmi les pays européens où le nombre d'expérimentateurs de cannabis, ceux qui fument au moins une fois du cannabis, parmi les jeunes, les adolescents, est parmi les plus élevés. Pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui, on estime que 4 jeunes de 17 ans sur 10 ont fumé au moins une fois du cannabis au cours de leur vie. On estime que, toujours parmi les adolescents, on a à peu près 6 à 7% donc, d'adolescents qui fument de manière répétée, c'est-à-dire 10 fois au moins dans les 30 derniers jours. Et on estime que chez donc, les adolescents, donc, l'usage qu'on appelle problématique ou la dépendance au cannabis ne va toucher que 5% des adolescents qui fument. Donc un adolescent sur 20 qui a un usage donc, régulier. Chez les adultes, on estime qu'il y a à peu près 13 millions d'adultes qui ont au moins fumé une fois du cannabis au cours de leur vie. Et on a, en termes d'usagers réguliers, c'est-à-dire qui fument de manière régulière le produit, on est à peu près à 2% de la population adulte. On est à un peu plus d'1 million. Et la moitié, c'est-à-dire à 550 000, c'est le nombre de fumeurs quotidiens de cannabis en France. Donc là aussi, la question de l'usage problématique, de l'abus, de l'usage nocif du produit et de la dépendance, dans la population adulte, concernera à peu près 5%. Donc, toujours dans une estimation, au sujet de ces estimations, combien de personnes en France aujourd'hui sont prises en charge pour une consommation dite problématique de cannabis? Les derniers chiffres, il y a 38 000 personnes en France qui ont recours au système de soins en rapport avec leur consommation de cannabis, où le cannabis est le motif de la demande d'une consultation médicale. D'accord, mais donc si je comprends bien, on a à peu près 500 000 usagers quotidiens de cannabis et un peu entre 5 et 10% de gens qui sont suivis pour ça. Est-ce que ça veut dire que 90 à 95% de personnes consommant du cannabis quotidiennement n'ont pas de problème ? Disons que la grande majorité donc, des fumeurs de cannabis ne vont pas avoir de problème, on va dire, psychiatrique à proprement parler. La majorité des consommateurs, on va dire, adultes, voire plus jeunes, pourront avoir une consommation dite modérée en termes quantitatifs. Après, toute la question se pose, à partir de quand même une consommation dite modérée peut influer sur la santé psychique, voire même physique, de l'individu. Très bien, c'est à ça que je voulais en venir. Finalement, à partir de quand on doit s'inquiéter ? S'inquiéter, oui, parce que vous dites tout à l'heure, il y a un adolescent sur 20 qui éventuellement va consommer de façon un peu plus régulière. Donc ça veut dire que pour les autres, c'est pas trop grave. C'est comme fumer une cigarette de temps en temps. Alors c'est toujours difficile de dire que pour les autres, c'est pas grave.
quand on n'est pas face à la situation présentée par l'adolescent ou la famille. Disons que pour donner un exemple, concernant les consultations cannabis, consultations jeunes consommateurs en France, c'est une population qui est très hétérogène. On sait que la moitié donc, des personnes qui vont aller consulter à la demande du système judiciaire suite à des interpellations sur la voie publique avec détention de cannabis. Et on sait que pour la majorité donc, de ces personnes envoyées par la justice, il n'y aura pas forcément obligatoirement un suivi spécifique addictologique pour ces personnes-là qui peuvent avoir une consommation ponctuelle et aucun trouble psychique, psychiatrique associé, motivant un suivi. Pour nos auditeurs, revenons aux critères qui doivent inquiéter, c'est-à-dire qui doivent conduire à une demande d'aide, à une consultation. Alors, donc, on distingue l'abus ou la consommation nocive du cannabis et la dépendance. Donc, ce qu'on appelle l'abus de cannabis, c'est une consommation qui va être nuisible en termes de santé. Par exemple, fumer du cannabis et prendre un scooter ou prendre une voiture de manière répétée, s'exposer à un accident. Et également, ce qu'on appelle l'abus, c'est le retentissement également pour la vie de la personne, où la consommation répétée du cannabis va l'empêcher d'assumer des obligations majeures, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient simplement familiales, où cet usage de produits va retentir sur, on va dire, son environnement et sur le bien-être de la personne. Donc, l'abus, la dépendance, c'est la perte de contrôle du produit. C'est-à-dire que la personne va consommer le produit sans pouvoir se réfréner et va investir la majorité de son temps au produit, à se procurer le produit, à le fumer, et tout le reste va devenir secondaire, elle va totalement se détacher du reste. Donc là, au bout d'un moment, on va parler de dépendance au cannabis. Donc pour avoir un ordre d'idée, la dépendance au cannabis dans la population générale, elle est estimée à peu près à 0,3-0,5% dépendance actuelle sur l'année, tandis que l'abus, il est estimé à peu près à 1,5% de la population. Fabienne, d'autres questions sur quand on est au contact avec des adolescents, finalement, quelles sont les questions qui se posent? Les questions, c'est, voilà, est-ce que nos enfants, notre enfant, fume du cannabis et ne nous le dit pas, parce que bon, on essaye d'avoir des conversations, mais voilà, ça reste quand même un sujet tabou. Donc, autant on parlera plus facilement de la bière, des bières qu'ils ont bu en fête, etc., quand ils font la fête. Mais sincèrement, on ne parle pas trop du fait de fumer du cannabis. Donc, quels seraient les signes, éventuellement, qui pourraient nous permettre de détecter et de nous amener à en discuter avec eux, parce que voilà, est-ce qu'ils sont plus nonchalants, est-ce qu'ils sont perdus, enfin, vous évoquiez quand même un peu un diagnostic, mais pour des gens qui sont quand même un peu plus accros, enfin c'est comme ça que je le qualifie, mais de façon peut-être plus sournoise, comment on pourrait, outre la discussion, avoir des petits signes qui nous interpelleraient? Disons que d'abord, aujourd'hui, on sait que 4 adolescents sur 10 ont fumé au moins une fois. Donc l'idée que le produit est secret ou est tabou, l'important c'est de pouvoir déjà en parler avant même qu'ils arrivent à l'adolescence. On parle de l'alcool est présent à table. On peut aussi parler des drogues et du cannabis à des jeunes enfants ou à des adolescents. C'est important qu'ils puissent savoir qu'autour d'eux, on connaît le produit et qu'on peut en parler, simplement en parler, sans juger, sans dramatiser, sans diaboliser, le simple fait de parler du produit. Après, donc c'est l'expérience qu'on peut avoir en consultation lorsque les relations intrafamiliales sont les plus fluides et les meilleures possibles. C'est sûr que les situations sont plus facilement gérables. Après, il y a des signes d'alerte, c'est le fléchissement des performances scolaires, le désinvestissement des activités sportives, amicales, etc., où l'ado va avoir tendance à rester plus à la maison, où les lendemains de sortie va avoir du mal à se lever, va avoir un peu les pupilles injectées, va être plus démotivé, désintéressé, un peu plus absent.
avec parfois des moments un peu plus d'emportement, de frustration, de colère qui peuvent être décrits. Donc c'est tout ce qui va être des changements chez l'ado, en sachant que l'adolescence est une période où il y a toujours des changements. Aussi, donc l'importance de parler, de dire les choses, et sans forcément juger, sans forcément rejeter. On peut en parler. Dans ces conversations avec des adolescents, est-ce qu'on peut les inciter à consulter des ressources, des livres, des sites internet qui expliquent ça? Et est-ce que finalement vous pensez que c'est une bonne médiation vers plus d'informations, éventuellement vers les soins? Est-ce que c'est une bonne manière de s'y prendre? Oui, il existe, c'est l'INPS qui publie donc des brochures, donc il y a beaucoup de documentation distribuée par des organismes, des associations légales. Après, il faut toujours faire attention, tout ce qui est le net, qui n'est pas modéré. Parfois, il y a des fausses informations qui circulent. Donc, de ce côté-là, il faut être plus prudent, mais il existe bien sûr des ressources en termes d'information. En pratique, la consultation cannabis, comment vous pouvez nous décrire son fonctionnement et finalement, au passage d'ailleurs, peut-être quelques témoignages de votre expérience avec les patients? Alors, il existe là maintenant depuis 2004, donc depuis une petite dizaine d'années, ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs, c'est-à-dire des consultations qui ont été créées pour être dédiées à des jeunes consommateurs, en l'occurrence de cannabis, mais pas que. Et le but de la création de ces consultations a été de pouvoir dissocier la prise en charge par rapport à des centres de soins spécialisés pour les drogues dites dures ou pour l'alcool, où la population était adulte. Et on voulait permettre aux jeunes une consultation sans qu'ils soient immédiatement mis au milieu d'autres toxicomanes, pour leur offrir une offre de soins, on va dire, un peu plus libre, on va dire. Donc, il y a un public qui est très hétérogène, comme je disais tout à l'heure, entre des personnes qui vont être envoyées par le système judiciaire, c'est essentiellement des adolescents, voire des jeunes adultes, et une population plus âgée, plus adulte, qui va consulter de par elle-même, c'est dans une propre démarche de soins. Et là, généralement, on va être confronté à des personnes qui sont dépendantes du cannabis depuis 10, 15, 20 ans. Et parmi elles, donc un nombre important de personnes qui vont souffrir de dépression chronique, qui vont souffrir de troubles anxieux évoluant au long cours, et ils sont pris entre le cannabis et une souffrance psychique, où le cannabis peut être un soulagement, on va dire temporaire, d'un mal-être psychique. Et donc là, justement, l'idée de la consultation, de pouvoir les aider à avoir une perception de leur propre consommation, donc d'évaluer un peu d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue retentissement chez cette personne, et au-delà de cette consommation, voir eux comment ils se sentent personnellement, donc justement voir s'il y a des troubles associés à cette consommation, à cette dépendance de cannabis. D'accord, donc vous décrivez finalement là implicitement des liens entre souffrance psychique et consommation de cannabis, mais on entend aussi beaucoup parler du lien dans l'autre sens, c'est-à-dire de la consommation de cannabis comme pourvoyeuse de psychopathologie et de décompensation psychiatrique. Donc comment vous décririez finalement ces liens complexes qu'il y a entre consommation de cannabis et pathologie psychiatrique? Alors justement, les liens sont complexes. Disons qu'une personne qui est en souffrance, la consommation va à terme majorer cette souffrance et risque d'être associée à l'émergence de dépression majeure, à l'émergence de troubles anxieux chroniques. Donc là, on voit vraiment que le produit est un facilitateur, on va dire. Mais ça ne sera pas le cas pour une grande majorité de personnes qui ne souffrent pas de troubles psychiques et où le produit ne sera pas forcément consommé de manière, on va dire, trop importante. Et c'est pour ça que la majorité des gens qui peuvent fumer du cannabis ne le fument pas de manière quotidienne et en fument de manière très modérée et n'ont pas forcément de problèmes psychiatriques associés. Donc le cannabis n'est pas responsable de tous les troubles psychiques. D'accord. Mais ça peut déclencher
c'est ce que vous disiez, éventuellement, Ça ou peut, optimiser. ça peut favoriser l'émergence de l'émergence, troubles d'accord. psychiatriques. Là, aujourd'hui, par rapport à la psychose, on sait que la psychose, le risque de psychose est associé donc, à la consommation du produit. Par contre, le produit ne va que favoriser l'émergence de la maladie, de la psychose, de manière plus précoce et de manière plus bruyante, mais seulement chez les individus prédéterminés qui sont schizophrènes, mais qui ne vont déclencher la maladie qu'à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Des révélateurs. Oui. Donc ça fait aussi partie des signes d'alerte, c'est-à-dire quand on a un ado qui va pas bien sur le plan psychique, dans un contexte de consommation de cannabis, ça peut prendre une signification particulière et ça doit constituer un signe d'alerte qui va d'ailleurs déboucher sur la prise en charge et de la consommation de produits, mais aussi de la pathologie psychiatrique associée ou des manifestations psychiatriques associées. D'accord. Pour conclure sur ces aspects de prise en charge, la consultation cannabis ou jeunes consommateurs, telle que vous l'avez décrite et qui existe à l'hôpital Lariboisière, c'est quelque chose de très spécifique ou c'est maintenant une offre de soins qui est relativement disponible partout en France? Oui, alors il existe partout en France des consultations jeunes consommateurs. Après, c'est via Internet ou via des associations, donc les personnes trouvent relativement facilement donc, les adresses, donc les lieux de consultation qui sont ouvertes. Il y a très peu de critères, on va dire, de non-recevabilité des demandes. C'est toute souffrance en rapport avec une consommation de cannabis ou d'autres drogues chez des jeunes. Et la limite maximum doit être 25 ans, mais à Lariboisière, on n'a pas de limite d'âge. Toute personne qui vient en rapport avec un problème de cannabis va être vue. D'accord. Il ne faut pas passer par son médecin généraliste. On Le jeune peut venir. on peut passer par le médecin traitant qui a des référents et qui pourra envoyer vers quelqu'un, Mais on bien peut y aller sûr. directement aussi. On peut y aller D'accord. directement, on n'est pas obligé de passer. Mais au sujet de cette médiation dont nous parlions, qui est nécessaire parce que la démarche n'est pas facile, en particulier pour un jeune, de solliciter une aide, puisque, encore une fois, chez les adolescents, cette consommation est très banalisée. Le médecin généraliste a certainement un rôle dans la sensibilisation des familles, dans la sensibilisation des adolescents, parce que les liens avec le médecin de famille peuvent être utiles pour justement faire cette médiation vers les consultations spécialisées. Donc ça, c'est un point important. Oui. En résumé, et pour conclure, donc c'est une consommation qui est très répandue. Les chiffres que vous nous avez donnés sont quand même très impressionnants. Cette consommation n'est problématique que probablement dans un petit pourcentage de personnes, mais il est important de pouvoir repérer ces indicateurs qui font d'une consommation de cannabis qu'elle est problématique. Et c'est important de savoir qu'il y a une offre de soins spécialisée dans ce domaine-là, puisque les prises en charge sont spécifiques, nécessitent des compétences particulières. Et c'est ça toute la vocation des consultations cannabis. Merci à vous deux. Merci. Merci.